Bien sûr, à l'article 11 du feuilleton, Monsieur le ministre de la Culture et des Communications propose l'adoption du projet de loi 64, loi instituant le Musée national de l'histoire du Québec. Monsieur le ministre, je vous cède immédiatement la parole pour votre intervention. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Très heureux d'en être rendu à cette étape dans le processus d'adoption de notre projet de loi qui viendra instituer le Musée national de l'histoire du Québec. Et je commence en vous disant que les mots pourraient me manquer pour qualifier ce projet de loi. Historique me vient tout naturellement en tête, mais dans le contexte, je pense que ce serait un peu redondant. Comme législateur, on sait que toute nouvelle loi qui est adoptée ici à l'Assemblée nationale a, par définition, quelque chose d'historique. Or, dans l'étude du projet de loi 64, de quoi avons-nous parlé? Bien, on a notamment parlé de la définition de ce qu'est une nation, de comment reconstituer le récit historique de la nation, les différences entre mémoire, commémoration et histoire. On a parlé de l'importance du nécessaire récit national qui doit animer nos institutions, des liens entre l'histoire de la nation québécoise, de la nation canadienne et des nations autochtones. En somme, pendant 2 semaines, on a eu à la bouche que le mot « histoire » en commission parlementaire. Et vous savez quoi, Madame la Présidente? J'ai trouvé ça formidable. Formidable parce que ce n'est pas si souvent que l'on parle de ces questions à l'intérieur des murs de notre Assemblée nationale, et puis plus largement parce que ce n'est pas si souvent que l'on parle d'histoire au Québec non plus. Pourtant, moi, je suis de ceux qui voudraient, qui souhaiteraient que l'histoire du Québec soit plus présente dans le discours public. Je crois sincèrement que, comme élu, on a le mandat d'élever le débat, de donner à la population de la perspective et une vision. Et c'est ce que nous permet tout naturellement le détour par l'histoire. Parce que d'aller volontairement à la rencontre des différences du passé, c'est aussi apprendre à interagir avec celles que nous rencontrons aujourd'hui. Et pour toute collectivité, s'intéresser au passé, c'est s'exercer à vivre avec le changement. Étudier l'histoire pour réaliser que notre présent, comme tous les autres présents qui l'ont précédé, est par définition lui aussi temporaire. Réaliser que l'avenir ne prendra forme que par le changement. S'intéresser à l'histoire, Madame la Présidente, pas pour s'y enfermer, comme certains nous l'ont reproché, mais au contraire pour s'ouvrir sur le monde. On se dote aujourd'hui d'un nouveau musée sur l'histoire de la nation québécoise afin de se doter d'un référent commun à partir duquel plonger dans le monde. Parce que, rappelons les faits, il mérite d'être rappelé. Il existe une nation québécoise, quoi qu'en pensent encore certains aujourd'hui. Le Parlement canadien l'a reconnu en 2006. Grâce à la loi 96, depuis 2022, on peut lire en toutes lettres dans la Constitution du Canada que les Québécois et les Québécoises forment une nation, que le français est la seule langue officielle du Québec et qu'il est aussi la langue commune de la nation québécoise. L'actuel premier ministre du Canada reconnaît que la nation québécoise existe. Il y voit, pour reprendre ses mots bien précisément, un fait sociologique et un fait historique. Donc, donnons raison à Justin Trudeau. Donnons-lui raison sur ceci, puisque ne serait-ce que sur le plan des institutions politiques, l'État québécois est près d'1 siècle plus vieux que l'État fédéral lui-même. La première Constitution du Québec, imposée par Londres, mais quand même, date de l'Acte de Québec en 1774. Le Québec vit en régime parlementaire depuis 1792, qui fait de nous l'une des plus vieilles démocraties au monde. Et quant au chef actuel du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, il affirme que l'une des raisons pour lesquelles il est fier d'avoir servi dans le gouvernement de Stephen Harper, c'est qu'il est celui à la Chambre des communes qui a reconnu l'existence de la nation québécoise. Donc, dans tous les cas, Madame la Présidente, le Québec existe depuis bien avant la Fédération canadienne de 1867. Et pour citer Marcel Masse, un ancien ministre québécois sous l'Union nationale, qui a aussi servi en tant que ministre à Ottawa sous Brian Mulroney, on était là avant que le Canada existe, on est là pendant que le Canada existe, peut-être qu'on sera là après que le Canada aura fini d'exister. Il y a donc un large consensus en faveur de l'existence de la nation québécoise, et si elle existe, bien, alors on doit pouvoir en faire l'histoire. Cette histoire, c'est bien plus que la somme des 9 millions de parcours de vie individuels des Québécois et des Québécoises, qu'ils soient de souche ou de feuilles, comme on en a parlé en commission. L'histoire de la nation québécoise, c'est celle de la langue française dans les Amériques. C'est l'histoire de valeurs tantôt communes, tantôt contestées.
C'est l'histoire de ses institutions politiques et économiques, de son droit, de sa culture. C'est l'histoire d'un groupe d'hommes et de femmes qui ont connu leur succès et leurs revers, leurs doutes, leurs certitudes, qui ont connu la souffrance et l'injustice, mais aussi la joie et la prospérité. C'est une histoire de lutte qui font de nous ce que nous sommes encore ici aujourd'hui. Voilà tout ce que doit embrasser le Musée national de l'histoire du Québec, Madame la Présidente. Et il devra le faire en mettant en lumière le contexte de plusieurs événements, les nuances qui animent parfois notre nation. Il devra le faire pour nous aider à mieux les comprendre. Par exemple, comment comprendre ce qu'a été l'octroi du droit de vote aux femmes en 1940 si on ne sait pas que ce fut le fruit d'un travail sur 2 décennies par des femmes engagées telles Thérèse Casgrain au sein d'un Québec catholique où les évêques de l'Église s'opposaient à elle à toutes les occasions? Que comprend-on de la loi 101 de 1977 si l'on ne sait rien du Bill 63 et de la crise de Saint-Léonard des années 60 ou de la loi 22 de Robert Bourassa en 1974 qui instaure le français comme seule langue officielle du Québec? Que comprenons-nous à notre relation avec les peuples autochtones si l'on ne met pas en relief que même s'il y a eu la crise d'Oka, il y a aussi eu la paix des Braves? Que pouvons-nous décoder de notre histoire politique si on ne met pas en relief que si les Québécois ont effectivement 2 fois refusé de se donner un pays, ils n'ont jamais pour autant accepté de signer la Constitution canadienne de 1982. Ces nuances, dans le contexte dans lequel se sont joués plusieurs événements historiques, ça participe à mieux expliquer notre identité, à mieux expliquer qui l'on est, ce qui nous anime. Ce qui m'amène à vous parler de l'un des thèmes les plus universels qui soit, celui de l'altérité, celui de la différence. Il faut reconnaître nos différences. Cette reconnaissance, elle n'est pas divisive, elle peut au contraire être le point de départ de rassembleuses amitiés. Une nation particulière n'en est pas une autre, comme l'autre n'est pas soi, mais tout comme l'autre peut être un ami, une autre nation que la nôtre peut être une alliée. À ce titre, c'est impossible de faire l'histoire nationale du Québec sans parler de la relation avec les Premières Nations et les Inuits. Qui, en cette Chambre, se souvient que l'aventure de la Nouvelle-France ne commence pas tant en 1608, avec l'habitation de Québec, qu'en 1603, alors que le capitaine François Gravé-Dupont et son cartographe, un certain Samuel de Champlain, signent à Tadoussac une alliance qui permettra aux Français de revenir 5 ans plus tard fonder ce qui sera la ville de Québec. Qui se souvient que l'histoire de la Nouvelle-France n'a été rendue possible que par une alliance avec les Inuits à l'époque? Qui, en cette Chambre, se souvient que dès sa fondation, au XVIIe siècle, Montréal était le théâtre de violents affrontements avec les Iroquois? Que bien avant les problèmes de circulation d'armes à feu, de gangs de rue et d'insécurité que nous rencontrons aujourd'hui et dont on parle beaucoup, les Français et les 39 nations autochtones signataires avaient déjà convenu que la violence sur le territoire de Montréal ne serait plus la façon de résoudre nos différends. La Grande Paix de Montréal, d'ailleurs, aura 325 ans en 2026 et son message mérite d'être entendu à nouveau. Plus près de nous dans le temps, rappelons-nous que le Québec a adopté la Convention de la baie James et du Nord québécois en 1975, il y a bientôt 50 ans. Que l'an prochain, ce sera le 25e anniversaire de la paix des Braves. C'est entre autres ça, l'histoire des relations entre la nation québécoise, les Premières Nations et les Inuits. Des différences donc, mais aussi des alliances. En parler, c'est célébrer notre capacité à travailler ensemble, mais aussi se rappeler de tout ce qui nous reste à faire encore pour honorer nos nations alliées. En conclusion, je suis très fier que le Québec se dote de son Musée national de l'histoire, tout comme l'ont fait avant lui d'autres nations minoritaires comme la Catalogne et l'Écosse, comme l'ont fait d'autres États fédérés comme la Bavière, la Californie, le Massachusetts, comme l'a également fait le Nouveau-Brunswick plus près de nous. Ils disposent tous d'un musée dédié à leur histoire. Madame la Présidente, je terminerai en disant ceci. Notre histoire fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, mais elle ne change rien au fait que l'avenir reste à écrire. Le destin d'une nation change rapidement. Ce qui était n'a pas nécessairement à perdurer et ce qui n'a jamais été peut naître. La création du Musée national de l'histoire n'est donc pas la fin de la discussion collective sur l'histoire nationale du Québec, mais plutôt le début d'un nouveau chapitre que j'espère le plus riche possible. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le ministre.